Ça m'a fait penser à un travail qui est en cours en ce moment à l'Espace Éthique, cette question de l'hospitalité à l'hôpital, mais aussi en dehors de l'hôpital, et surtout dans le contexte du virage ambulatoire. On a travaillé sur une charte éthique de la relation de soins au domicile notamment, et il y a cette question qui n'est pas forcément très connue, mais qui est la question de l'hospitalité au domicile pour les personnes qui se font soigner à domicile. Qu'est-ce que c'est que de vivre dans un endroit qui reste hospitalier, même si il est médicalisé? Quelle est la place des soignants dans cet endroit? Comment gérer la place de ces soignants? Et comment faire en sorte pour que ce lieu du domicile, qui est un lieu personnel, reste un lieu de vie, même s'il est aussi un lieu du soin. Donc finalement, ça recoupe ces questions-là et ça les élargit. Bonsoir, je suis cadre de santé dans un service de neurochirurgie et je vous remercie pour votre intervention parce que je rejoins complètement ce que vous avez dit sur plusieurs points, sur les séjours dits extrêmes qui effectivement sont peut-être une perte de chance pour des patients que l'on pourrait soigner. Moi, j'avais une question. Alors d'abord, je voulais parler de mon expérience puisque la PHP s'est inscrite dans une démarche d'hospitalité et un label, il y aura un label hospitalité pour les services qui s'inscriront dans cette démarche. Donc je m'y suis inscrite et curieusement, le questionnaire était plus dans l'environnement, dans le linge, les repas, et pas du tout, enfin j'ai eu l'impression, pas tellement dans l'attitude, un accueil qui serait plus humain. Donc voilà, on va voir, j'ai pas eu le résultat, mais voilà un petit peu la démarche dans laquelle on s'est inscrite. Mais ce que je voulais dire, c'est que est-ce que finalement l'hôpital peut continuer à être un lieu de haute technologie, de soins de haute technologie et effectivement d'accueil, d'hospitalité, mais dans le sens accueil, un droit finalement pour tous. Voilà, c'est un petit peu le défi, je pense, de l'hôpital de demain, sûrement d'être dans l'hospitalité, d'être dans un soin de haute technologie et dans quelque chose aussi des valeurs humaines, de dignité dont on a beaucoup parlé. Voilà, merci. Alors, je passe de l'autre côté de la salle. Moi, je voudrais offrir la minute bisounours. À vous entendre tous les deux, on a grand besoin d'une chose, c'est de réhabiliter la fragilité. C'est-à-dire qu'il y en a un petit peu assez d'avoir des lieux où serait concentrée la fragilité, et puis une société qui est forte sur ses ergots, qui ne veut rien savoir, qui ne veut rien voir. Donc voilà, c'était la minute bisounours. Merci pour ce moment émouvant. D'autres moments émouvants en perspective? Moi, je m'appelle Régine Benveniste, je suis psychiatre et je suis aussi bénévole dans le collectif Les Morts de la rue. Donc, tout ce que vous avez dit m'a énormément touchée, de façon extrêmement juste, et je voulais le dire, voilà. Maintenant, l'hospitalité, je ne sais pas. Ce que j'ai peut-être le plus retenu, c'est se concentrer de misère et de souffrance, comment rester dont vous avez parlé, et comment rester en contact avec cet autre, à l'extérieur peut-être, mais aussi cet autre étranger en nous, en soi. Cet autre, l'étranger en soi, devant se concentrer de souffrance, et que effectivement, l'hospitalité n'est plus dans les mêmes lieux, c'est plus les mêmes abris. Les sans-abri, effectivement, ça trace ça aussi. C'est ailleurs, je ne sais pas ni comment, ni où, mais c'est pas les mêmes limites. Et c'est pas des murs. Peut-être quelque chose qui habite. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier parce que c'était vraiment... On peut peut-être répondre sur où pourrait se situer l'hospitalité à l'hôpital. Je pense que c'est aussi dans la permanence du soin, mais plus fort encore que la permanence du soin, c'est la permanence du lien. Et c'est bien ça le problème que nous avons avec tous les facteurs de risque de ces personnes cassées par qui la guerre, qui les traumas, qui les viols, qui les incestes. C'est quand même d'avoir été à un moment ou à un autre trahi par ses pairs, P-A-I-R-S, par ses pairs, P-E-R-E-S, et par la société en général. Et donc comment travailler cette trahison du lien
Et ça nous échoit à chacun, voilà, de ne pas être traître au lien qui va faire chez un enfant que il va réussir à vivre en lien avec les autres ou à ne pas vivre en lien avec les autres. Et ça nous échoit indépendamment de l'aspect associatif, religieux, hospitalier ou pas. Donc l'hospitalité, c'est la permanence du lien, je pense. Et comment faire face à cette misère? Je suis assez d'accord sur le don contre don. Quand j'ai vu ces migrants complètement cassés venant de Calais, pour le moins un peu déçus de ne pas avoir pu franchir la Manche, eh bien, je me suis pris à leur demander comment vous pourriez me payer. Bon, ils trouvaient ma question un peu saugrenue, etc. Et ils ne trouvaient pas. Je dis, juste faites-moi un sourire. Eh bien, ça marchait. Et ils repartaient avec un sourire banane qui a peut-être duré 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, mais voilà, l'espace d'un sourire. Et je crois que c'est très très important, le don, le contre-don. Et ça, c'est à travailler. Et c'est justement ce qui fait la permanence du lien. Sinon, ça devient un lien discontinu. On ne fait que recevoir ou on ne fait que donner. Mais je dois dire que quand on a créé l'espace éthique de la PHP, à l'époque c'était la PHP et pas l'Île-de-France, on voulait créer un espace, donc un lieu d'hospitalité. C'est-à-dire un lieu ouvert à toutes les questions. Et on voit comment l'éthique aujourd'hui, et ceux qui font de l'éthique par exemple, sont quelquefois très inhospitaliers aux vraies questions d'éthique. Ce qui me frappe dans ce que vous avez dit, dans ce que des personnes ont dit, de leur expérience de vie, de leur expérience professionnelle, c'est à quel point on est de plus en plus réfractaire à habiter ces questions, à habiter ces espaces du questionnement. Et voilà peut-être un défi qui explique aussi pourquoi notre société a tant de mal à faire avec ces défis. C'est-à-dire, elle est surprise ou remise en cause dans ce qui n'est plus société, dans ce qui n'est plus cohérence, dans ce qui n'est plus cohésion, de ce qui n'est plus projet partagé, vécu et travailler ensemble. Donc je trouve que tout ce que vous nous avez dit, aussi bien dans la salle que vous qui êtes intervenu, va nous inciter à aller plus loin, à cheminer davantage. Mais je pensais, nous, enfin, quand je dis je pensais nous, parce qu'on pense ensemble à l'espace éthique avec les gens qui sont constitutifs de notre réseau, qu'il y a une hospitalité aux marges de la cité. C'est-à-dire peut-être que la cité est plus hospitalière dans ses manières d'être et d'assumer ses responsabilités à ses marges que là où elle devrait l'être avec des valeurs d'exemplarité. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que dans la transgression de certaines positions associatives, militantes, qui remettent en cause un petit peu un ordre établi, mais qui n'est plus un ordre du tout, il y a une inventivité qu'il faudrait davantage honorer et être de plus en plus institutionnellement hospitalier à ces questions. Alors j'étais assez intéressé par ce que disait Madame de son expérience de cadre supérieur, je ne sais pas si elle est encore là, qui a voulu s'engager dans l'hospitalité, parce qu'il se fait que l'espace éthique a été associé au départ à la réflexion de l'institution sur l'hospitalité. De la même manière qu'on avait été intégré à la réflexion sur la bientraitance, c'est-à-dire tous ces concepts qui sont si vite instrumentalisés parce qu'on veut évaluer la pertinence à travers des scores, des procédures, des protocoles. Et je pense que nous, on voit dans la critique, et Mme Merkel l'a vu aussi quand on a fait notre rencontre il y a 3 semaines sur la contention, comment il y avait une nouvelle école de la psychiatrie qui disait tout doit être protocolisé, évalué, j'allais dire, toute cette liberté, cette capacité d'aller à la rencontre de l'autre, d'être surpris, de parler, d'être quelquefois effectivement, et je trouve que Monique a raison, dans la vulnérabilité, dans la faiblesse, dans la fragilité, donc dans une mise en cause personnelle, tout ça est refuté par des modalités d'évaluation, d'appréciation et d'estimation de ce qui a une valeur et ce qui n'en a pas. Et dans le sens, et c'est ce qu'on voit dans le sens des conflits éthiques que vivent des professionnels qui considèrent par exemple que l'essentiel du soin, c'est la relation, c'est la disponibilité à l'autre, et donner le sentiment à la personne, quelle que soit sa maladie, qu'elle existe encore dans la société et qu'il y a un lieu qui l'accueillera malgré sa détresse, malgré son désespoir, et qui n'abandonnera pas, qui sera là jusqu'au bout. Voilà, c'est des symboliques extrêmement fortes. Et aussi bien pour les proches, de dire que ces lieux d'hospitalité existent.
Mais ce qui est frappant aujourd'hui et ce qui est mutilant pour les gens qui sont engagés dans ces espaces, c'est à quel point on remet en cause cette dimension de l'hospitalité. Et c'est vrai aussi, et je termine là-dessus, évidemment ça paraît impertinent quand on est responsable d'une institution comme l'Espace Éthique que de le dire, qu'on a eu exactement la même réaction quand on a vu la problématique sur l'Hôtel-Dieu. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire de l'Hôtel-Dieu, la symbolique de l'Hôtel-Dieu, on pensait que ça pourrait redevenir un Hôtel-Dieu avec toute cette mobilisation sociale, toute cette pédagogie de la solidarité qu'aurait incarné au cœur de la cité, dans un lieu emblématique, la restauration et la réhabilitation des valeurs traditionnelles. Et là, je vois, et je termine là-dessus, une difficulté, c'est dans un contexte de société sécularisée, comment les valeurs d'hospitalité qui renvoient quand même à une certaine vision transcendante, à des visions spirituelles, à l'altérité. Vous avez cité au moins 4 fois Emmanuel Lévinas, enfin dans votre intervention. Comment aujourd'hui on est mutilé par l'incapacité de dire aussi la dimension spirituelle, la signification spirituelle dans une société qui se veut laïque et sécularisée. Et on a un déficit en capacité de dire, de penser et j'allais dire de rencontrer l'autre, dès lors que ce qui est l'esprit de la rencontre, ce qui est la valeur supérieure de la rencontre, ce qui est la transcendance, le déplacement de la rencontre, eh bien, nous est contesté parce qu'on dit de suite, vous êtes religieux, vous contestez les valeurs de la République, etc. Donc je pense que quand on parle de l'hospitalité, on parle de valeurs fortes, et ce n'est pas uniquement les valeurs de la rationalité et des lumières, c'est des valeurs ancestrales, traditionnelles. Il faudrait qu'on soit en capacité de les réhabiliter. Puis la dernière chose que je me permets de dire, on a la chance à l'Espace Éthique d'avoir un enseignement sur des approches transculturelles, notamment à travers un philosophe africain qui s'appelle Didier Ouégrado. Et quand on aborde la question de l'hospitalité, alors il nous explique comment on annonce la mauvaise nouvelle en Afrique, qu'est-ce que c'est la relation à la maladie, toutes les représentations, les multiples mondes qui cohabitent. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de passionnant. Mais ce qui peut-être nous fait le plus défaut aujourd'hui, c'est les traditions. Voilà. C'est-à-dire où enraciner, par exemple, autrement que dans une émotion publique partagée. C'est pour ça que je posais la question de la difficulté à nous situer. C'est-à-dire, à part le moment d'émotion ou d'émotivité, comment enraciner vraiment dans un projet qui nous structure, qui nous rassemble et qui valorise cette réflexion sur l'hospitalité. Puis je termine sur ma terminaison. Ce qui me paraîtra aussi intéressant dans notre rencontre, c'est ce que Monique nous a dit tout à l'heure. Parce que quand je suis passé avenue de Flandre, donc au petit matin, je voyais effectivement ces éléments de la solidarité, de la sollicitude anonyme, d'une certaine manière, ces présences qui étaient témoignées à l'autre, qui étaient probablement plus réconfortants que tous les projets, les propositions un peu illusoires, utopiques, voire inconsistantes qu'on leur faisait. Et je dois vraiment dire que pour moi, en tant que citoyen, ça m'a beaucoup réhabilité en tant que citoyen de savoir que d'autres citoyens faisaient aussi ça. Et c'est peut-être ça aussi qu'on doit réfléchir. C'est-à-dire comment valoriser, c'est-à-dire donner une dignité dans l'espace public, une visibilité à ce qui se joue là. Sur l'Hôtel-Dieu, c'est vrai que j'ai commencé mon intervention en rappelant justement que c'était les hospices et les hôpitaux qui accueillaient les indigents. Donc c'est très étonnant aujourd'hui qu'à Saint-Vincent-de-Paul, aujourd'hui, on accueille et cette dimension symbolique et cette histoire ancrée dans le lieu, et on la sent. On a des habitants qui passent devant, qui viennent voir, ah oui, ça a été transformé, mais je connais quelqu'un, j'ai un ami qui est né là, alors moi j'ai fait pareil, mon frère, je l'ai emmené à l'époque avec ma mère, parce qu'il était malade à Saint-Vincent-de-Paul. Donc on rentre dans cet espace qui reste un espace chargé d'histoire, de sens, on parlait de tradition. Cette tradition-là, elle ne se perd pas. Et les lieux, il y a la mémoire du lieu. Moi, je travaille beaucoup dans le quartier où on est, sur la mémoire des lieux. Alors, dans le 10e, j'ai toujours poursuivi sur l'hôpital, c'était l'ancien hôpital Saint-Lazare, qui était jusqu'à la rue du Faubourg-Saint-Denis. Aujourd'hui, il y a un square, donc on a détruit l'hôpital Saint-Lazare, qui était il y a une histoire assez incroyable. Beaumarchais a été enfermé là, les libertins aussi. Il y a eu une léproserie, on a enfermé, ça a été une prison de femmes. Et pour finir, par être une annexe de l'école de médecine. Et aujourd'hui, c'est une médiathèque, ce qui reste.
voilà, quelques remparts qu'on appelle la cour Saint-Lazare, oui, la ferme Saint-Lazare. Il y a une crèche. Et je raconte cette histoire aux résidents. Parce que je pense que c'est vraiment, on est dans l'ancien quartier, on est dans l'hôpital. Il est là, il est tout autour, les pierres, elles parlent. Et il faut en fait aussi se raconter des histoires. Et c'est comme ça, moi j'adore qu'on me raconte des histoires. Et je pense que ça, c'est le récit. C'est Rigueur qui avait beaucoup travaillé, alors je ne vais pas développer sur l'identité narrative et sur ce besoin du récit. Se raconter pour raconter, et on a besoin de se raconter. En fait. Et ça vient pas comme ça parce qu'il y a la rencontre avec l'autre et parce qu'on peut aussi s'approprier une histoire. Donc je vais poursuivre aussi je vais finir sur l'Hôtel-Dieu. Donc il y a un projet peut-être d'ouvrir quelque chose à l'Hôtel-Dieu avec un partenariat intéressant parce qu'on a beaucoup de femmes qui effectivement restent à l'hôpital après leur accouchement parce qu'il n'y a pas de solution. Donc c'est pas simplement, c'est dans beaucoup d'hôpitaux, il n'y a pas de solution d'hébergement, voilà. Donc et c'est vrai que avoir un projet en partenariat avec la PHP pour trouver des solutions d'hébergement d'urgence sur place à l'Hôtel-Dieu, bon, c'est en train on essaye d'avancer, de trouver les financements, etc. Mais c'est un projet qui est en cours. L'hôpital Fernand Vidal aussi, où vous avez aussi une partie qui est inutilisée parce qu'il y a eu un incendie. Bon, voilà. Donc c'était juste pour vous dire que ces lieux chargés d'histoire peuvent toujours servir et peut-être retrouver leur fonction première hospitalière. Vraiment pour vous donner un petit exemple aussi on n'arrive pas à la rue comme ça. Aujourd'hui, quand on regarde les trajectoires, il y a aussi un avant. Je voudrais parler de l'avant, et de l'avant à la fois pour les personnes sans abri, mais aussi pour les migrants. C'est des personnes aujourd'hui, on a mis en place une équipe mobile qui intervient dans les logements, habitat social, Paris Habitat, donc on a plusieurs bailleurs. On s'est rendu compte quand même que des personnes vivaient en grande détresse et dans l'isolement. Des personnes âgées, des personnes ayant des souffrances psychiques, et qui se laissent aussi aller. Et on les retrouve ensuite dans nos centres. Donc comment travailler pour pas maintenir, si la personne crée toutes les conditions pour aussi partir. Il faut aussi, il y a cette option-là. On fait tout pour sortir de l'endroit parce qu'on ne peut plus vivre. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour aussi prévenir ça et agir avec les moyens que nous pouvons mettre contre l'isolement. Bon, c'était un des exemples. Et pour les migrants, il y a aussi cette question de pourquoi on part. La question de la guerre évidemment, mais pas simplement. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer la maire de Lampedusa qui accueille aujourd'hui sur son île et je voulais vous dire ça, la mobilisation des citoyens aujourd'hui et la solidarité, elle existe. On n'a pas que des gens qui veulent pas, voilà, c'est pas vrai. Moi je le vois partout, des gens qui se relaient auprès de familles syriennes, qui apportent à manger, c'est une réalité. Et à Lampedusa, c'est toute l'île qui est mobilisée pour accueillir, pour soutenir, pour faire ce qu'il faut. Et ils sont, je pense, peut-être plus démunis que nous, parce qu'ils ont aussi la mort au quotidien. Voilà, merci. Merci.